propose de passer à quelques échanges, questions. Effectivement, l'AFNOR a été à quelques reprises cité, donc je me doutais effectivement que vous alliez intervenir. Johan ensuite, et puis Monsieur Gopin. Donc Rémi Reus de l'AFNOR. Je voulais réagir un tout petit peu sur deux, trois propos, notamment quelques chiffres que vous avez cités. Avec justesse, vous avez cité les 1800 nouvelles normes techniques volontaires produites chaque année. Parmi ces 1800, il y en a à peu près 1500 qui sont des révisions de documents précédemment existants. Donc, tous égales par ailleurs, il y a donc peut-être quelques centaines de nouveaux documents, de nouvelles initiatives. Et parallèlement à ces nouvelles initiatives, il y a presque autant de normes qui sont ressorties du catalogue également. Ce qui fait que le stock, en fait, évolue d'une année sur l'autre relativement peu. Ça dépend sur quelle durée aussi. Oui, effectivement. Sur les dernières années, en tout cas, on est sur un régime relativement stabilisé. Et c'est intéressant d'ailleurs de prendre ça en considération parce que, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, le champ concerné par l'harmonisation technique, lui, tend à augmenter sur les composantes de services, les composantes en particulier, ou les composantes sociétales. Et malgré un champ d'action d'application qui s'élargit, la quantité globale du stock, elle est relativement stable, elle croît doucement. Je voulais apporter une précision sur le chiffre que vous avez cité de 600 000 qui est issu de Périnorme. Oui. Alors attention, parce que Périnorme, c'est une base de données qui prend l'ensemble des publications européennes. Et une norme qui est faite au niveau européen est reprise dans l'ensemble des pays, donc 27, voire 30, puisqu'on a l'ensemble des pays de l'Europe, plus l'association de libre-échange. Donc une référence initiale est reprise dans 30 collections nationales. Donc on peut diviser peut-être par 30 le nombre de 600 000. On va retrouver sur les 20 000, qui est grosso modo le stock national, 33 000 on dit pour l'AFNOR sur l'ensemble des documents normatifs. Sur la force, effectivement, je voulais insister sur le fait de la force de la normalisation volontaire. De fait, même si elle n'est pas réglementairement, elle s'applique, elle a une force. Je prends souvent l'exemple, c'est le papier A4. Nul n'est obligé d'utiliser du papier A4, mais c'est quand même extrêmement pratique. Ça rentre dans les imprimantes, ça rentre dans les enveloppes. Donc c'est une norme qui s'utilise de fait, qui a une très grande force et qui illustre le fait qu'un document, même d'application volontaire, rend de nombreux services, permet l'interopérabilité et permet du coup à une force d'application par définition. Et puis enfin, je ne résiste pas aussi à l'envie de rappeler, je voulais rester sur une note un peu positive de la normalisation technique volontaire qui accompagne le développement économique et donc la création de l'innovation, la création de nouveaux produits. Un téléphone portable, par exemple, c'est un produit qui n'existait pas il y a 20 ans et sur lequel on va citer je ne sais pas combien de dizaines, peut-être de centaines de normes qui vont encadrer le fonctionnement de ces équipements. Et c'est parce que ces équipements existent et puis parce qu'il y a beaucoup de normes techniques pour accompagner son développement qu'on a peut-être, je sais pas, peut-être 300, je ne sais pas combien, normes de plus pour faire fonctionner ces équipements, mais on est quand même très content de les avoir et puis ils nous rendent un vrai rôle dans notre quotidien. Donc ce rôle d'accompagnement de l'innovation et du développement économique. Et puis juste pour terminer, pour illustrer les nouveaux champs et les nouveaux intérêts et les nouvelles réponses que peuvent donner la normalisation technique volontaire, ce sont des nouveaux besoins. On a été récemment, par exemple, concerné par le sujet des avis en ligne des consommateurs. Donc c'est une problématique qui n'existait pas il y a quelques années, qui maintenant est de plus en plus fréquente et utilisée, et qui, du coup, par l'essor de ces produits, de ces services, des avis en ligne, a besoin d'être structuré parce que ça partait un petit peu en flèche dans tous les sens et puis que ça demandait un petit peu de cadrage. Et maintenant, il y a une norme qui a été publiée, qui d'ailleurs donne lieu à certification et qui permet pour les acteurs qui l'utilisent d'offrir comme garantie que les avis qui sont délivrés viennent effectivement de consommateurs et pas de compétiteurs, de concurrents, donc des avis entre guillemets un peu bidonnés potentiellement. Tout ça pour illustrer qu'il y a une croissance, une densification, mais qui est aussi liée à l'accompagnement de déploiement de nouveaux services, de nouvelles prestations, de nouveaux équipements, etc. Je voulais un petit peu essayer de redonner un petit peu du positif. Merci. Tu veux réagir au propos? Effectivement, on voit bien qu'il y a ces visions qui libèrent et ces visions qui enterrent, et que la question, c'est peut-être celle de l'équilibre. Johan? Oui, alors, Johan Le Goff, professeur de gestion à l'IAE de Tours.
Juste quelques réactions à propos de votre présentation et le travail admirable, considérable qui est exposé devant nous. Je vous rejoins tout à fait sur ce que vous avez dit. D'abord, une information, c'est que vous avez parlé d'évaluation. Le colloque est évalué. Vous avez dû voir dans la chemise qu'il y avait une fiche d'évaluation à remplir. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est peut-être qu'en parallèle du travail considérable que vous avez fait ici à Orléans, d'autres chercheurs en droit et en gestion étaient réunis ailleurs, à Lille et à Nanterre en l'occurrence, pour produire un ouvrage équivalent, mais sur l'internormativité entre les normes managériales et les normes juridiques. Donc un ouvrage qui met en résonance le point de vue des juristes et des gestionnaires et qui sort début 2014 chez LGDJ. Donc un travail tout à fait qui part du même constat, mais qui en gros se focalise sur le centre du schéma que vous avez projeté tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où ces normes se rencontrent et s'échangent, dialoguent, parfois s'opposent les unes avec les autres. Ce qui m'amène à pointer le fait que les exemples que vous avez cités sur ce que peut la gestion, avec les centres d'appel, avec ce que vous avez cité sur ces personnes qui avaient des options à choisir, en tout cas signaler si elles allaient aux toilettes ou ailleurs, etc., ce qui semblait vous choquer, vous étonner. Ces deux exemples que vous avez cités sont des choses non seulement très normales, routinières, mais même pratiquées depuis très longtemps en gestion. Il y a des entreprises en France où, une semaine par mois, les femmes ouvrières doivent porter un bracelet rouge parce qu'elles ont le droit à des pauses de toilette d'une minute plus longue que lorsqu'elles n'ont pas de bracelet rouge au poignet. C'est des pratiques de gestion assez ordinaires. Et je pense que quand on n'est pas en sciences de gestion, quand on n'est pas dans ces disciplines-là, on imagine assez mal la violence de la normalisation par le management et par la consommation. La normalisation par la consommation, dès les années 50, Marshall McLuhan a commis un ouvrage admirable, avant ses œuvres connues, La mariée mécanique, qui explique comment la consommation arrive à faire que tout le monde va ressembler à la norme dominante et arrive à écarter ceux qui ne veulent pas ressembler à ça. Donc il y a une violence inouïe des processus de gestion, mais surtout une efficacité inouïe de ces processus, et qui est très au-delà des exemples que vous avez cités. C'est quelque chose qu'il faudrait prolonger, mais c'est gigantesque, et c'est au-delà de la sphère du droit et au-delà de la sphère de la morale. Ce que peut le marketing, ce que peut le management est assez important. Ça rejoint l'absence de limite. Alors, et je voudrais terminer en rejoignant l'ouverture de la présentation de l'exposé du président Jean-Pierre Sueur tout à l'heure, qui est ouvert en nous parlant de Charles Péguy et de l'argent. Et dans ce livre, il y a une citation qui est célèbre, mais qui est assez admirable, sur les ouvriers qui fabriquent des chaises, dans le témoignage, dans ce qu'il rapporte à l'époque, et il nous explique que si ces chaises sont parfaites, c'est pas parce qu'on mérite le salaire à la fin du mois, c'est pas pour plaire au patron, pas pour plaire aux clients, mais parce qu'une chaise doit être bien faite, parce que c'est la tradition, c'est l'honneur du travail, et qu'une chaise, si elle n'est pas bien faite, c'est pas une chaise, et qu'une chaise, c'est bien fait, etc. Il n'y a pas besoin de normes pour faire bien une chaise, pas besoin de salaire à la fin du mois, pas besoin des cris du patron. À l'époque, on travaille à portée de voix et à portée de main, hein, pour travailler plus, c'est mieux. Elle parle de sa grand-mère. Oui. Mais Elle dit qu'elle fabriquait des chaises du même mouvement avec les mêmes cœurs de son peuple, ce peuple avait bâti les cathédrales, oui. Et pour le coup, aujourd'hui, pour qu'une chaise soit une chaise, il faut une norme. Et peut-être que ce problème-là doit nous aiguiller un peu sur certaines choses qui sont perdues en chemin, sur ce que le capitalisme, par exemple, qui s'est appuyé sur certains genres ethnologiques, hein, le bon ouvrier, le fonctionnaire consciencieux, l'enseignant qui sait travailler, etc., comment ces genres-là ont été absorbés par le capitalisme et la gestion pour servir ces objectifs-là, quitte à se dissoudre dans les processus de gestion et oublier ce qu'est l'honneur d'un métier, par exemple. J'en ai fini. Merci. Bonjour, Madame Thibien, je suis ravie de vous rencontrer après avoir lu votre livre, déjà La force normative, donc j'ai le suivant pour m'occuper pendant des heures. Alors en fait, j'ai deux questions pour le sénateur et qui recoupent un peu la synergie que vous avez établie, puis une pour vous, Madame, sur votre dernier schéma de gnome. Sur la présentation qu'a fait le sénateur, il y avait une critique qui est la conséquence de la cohabitation, en mettant qu'il était inadmissible que les décrets d'application ne soient pas pris quand une loi est votée. Et en fait, je ne sais pas si c'est possible, mais de proposer ce qui est fait au niveau européen maintenant, parce que de la même façon, les directives, elles devaient être transposées. Elles fixaient de manière soft law une direction, et c'était aux États de trouver la marge de manœuvre pour l'appliquer et la transposer. Et comme les États ne transposaient pas les directives dans un délai raisonnable, elle a d'abord fixé dans ces directives un délai raisonnable, puis après elle a carrément fixé un délai fixe
de forclusion, au bout d'1 an ou 2 ans, les directives doivent être transposées. Je ne sais pas si c'est possible pour une loi de dire le décret doit être pris dans les 1 an ou les 2 ans à venir. Deuxième point, vous n'en avez pas parlé, j'aurais voulu savoir votre point de vue. Quant à moi, juriste, je travaille beaucoup sur effectivement les problèmes de régulation. Et je pense que si aujourd'hui on est prêt à accepter n'importe quoi dans le monde comme type de norme, c'est que déjà on a ouvert des brèches. Et que les brèches qu'on a ouvertes, c'est ces atteintes importantes à la souveraineté. Et une brèche, à mon avis, qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais qui en est une pour moi, c'est de donner autant de pouvoir au Conseil constitutionnel qui remet en cause très régulièrement nos lois, c'est-à-dire le pouvoir des députés et des sénateurs qui votent des lois, soit par un contrôle immédiat via la demande des sénateurs et des députés, ce qui pourrait se comprendre, mais maintenant également par les questions prioritaires de constitutionnalité, ce qui fait qu'il n'y a plus de sécurité juridique, et ce sont même les juges qui ouvrent une jurisprudence nouvelle de Conseil constitutionnel pour donner des conseils même aux législateurs. Donc j'aurais voulu vous attendre là-dessus. Et troisième point, c'est le dessin que vous avez montré. Je me demandais si justement dans les questions de normes, parce que je travaille sur les fondements normatifs de la RSE avec Yvon Péqueux, donc je suis juriste, mais je travaille en gestion, un peu paradoxal. Donc j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en tant que juriste. En fait, ce qui me gêne, et je le vois moi parce que c'est ma 2e thèse, donc on me donne plus 10 ans, on me donne 4-5 ans, il a fallu que je demande des dérogations, comme si on pouvait penser rapidement, produire rapidement et être plus intelligent avec l'âge et plus rapidement. C'est votre schéma, je pense, qu'il ouvre cette 3e dimension avec la verticalité et l'horizontalité. C'est ce que notre sénateur a développé également là. C'est ce qui nous manque le plus, je pense, pour appliquer des normes, les mettre en œuvre et peut-être en faire moins ou en faire des meilleures. C'est le temps. C'est l'ouverture de cette 3e dimension qui fait que c'est ça la démesure. C'est qu'on veut trop vite, trop faire, que ça soit la normalisation ou la loi. Merci de votre attention. Peut-être. Je vais devoir partir, donc je vous prie de m'excuser. Je vais dire quelques mots sur ce que vous avez dit. Et sur les 2 questions. Premièrement, s'il y a non-application des décrets, c'est marginalement en raison des alternances ou de la cohabitation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cas où, lorsque la majorité change, la nouvelle majorité ne met pas un grand zèle à publier les décrets d'application des lois précédentes. Mais moi, je n'admets pas cela. Je pense que si on veut changer la loi, ben qu'on change la loi. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument pour ne pas appliquer, pour ne pas publier les décrets. Alors, il y a eu déjà une proposition de loi qui a été présentée par le groupe RDSE, radicaux, qui prévoyait en effet des sanctions. Alors, on a imaginé diverses choses. On a imaginé en particulier que lorsque un décret n'était pas paru, au bout de X années, l'article de loi deviendrait caduc. Mais ce serait inconstitutionnel, anticonstitutionnel. On a imaginé en effet que les gouvernants, le gouvernement ou le ministre pourrait être mis en cause dans sa fonction ministérielle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça a l'air également assez contraire à nos institutions. Alors, ce que nous faisons, la seule arme que nous ayons, c'est véritablement de poser des quantités de questions, de harceler le gouvernement par tous les moyens, des questions orales, écrites, d'actualité, dans tous les débats. Nous avons fait une commission sur l'application des lois qui fait des rapports, etc., etc. Mais il n'y a pas aujourd'hui dans notre République, et c'est un sujet, de moyens coercitifs d'imposer la publication des décrets. Bien. Cela dit, tout ce que j'ai dit auparavant a quand même de l'effet. Parce que lorsque on proteste, lorsque des citoyens protestent, lorsque nous nous faisons entendre, ça peut finir par avoir de l'effet. Heureusement. La deuxième question, c'était, oui, le Conseil constitutionnel. C'est un vaste sujet. Si vous m'aviez posé la question il y a 30 ans, je crois que j'aurais été d'accord avec vous. Mais j'ai évolué et je pense qu'il est... Je ne mets pas en cause, comme cela a pu être fait. Vous lisez un livre de François Mitterrand qui s'appelle « Le coup d'État permanent ». Le Conseil constitutionnel sort en lambeaux de ce livre. Je pense qu'il est bien qu'il existe un juge constitutionnel,
que ça existe dans beaucoup de grandes démocraties. Et je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que parfois, le juge constitutionnel se prend à son jeu et énonce des quantités de jurisprudence ou a une vision très large du bloc de constitutionnalité, quoi, en quelque sorte. Les QPC, c'est un droit pour les citoyens, mais ça peut créer des situations étranges. En particulier, l'un des problèmes que pose la QPC, que le Conseil constitutionnel d'ailleurs se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand, un beau jour, le Conseil constitutionnel dit que tel texte est inconstitutionnel. Alors, deux solutions, je peux vous le dire. Soit il dit, c'est le cas du harcèlement sexuel, la loi telle qu'elle est écrite, parce qu'elle est tautologique. Enfin, elle disait, le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement sexuel. Donc, il a dit que ce n'était pas défini. Et d'un seul coup, toutes les procédures en cours s'arrêtent. Et on peut dire que ça crée des incompréhensions et des injustices. Et alors, nous avons œuvré pendant très longtemps. Heureusement, ce gouvernement ne nous a pas accablé de boulot au début. Il a d'ailleurs eu tort. Et donc, on avait du temps. On a passé de 1 mois et demi à écrire des lignes pour définir le harcèlement sexuel. Moyennant quoi, les procédures se sont arrêtées. Et ce n'est pas satisfaisant. Dans un autre cas, c'était la garde à vue. Le Conseil constitutionnel, à l'issue d'une QPC, a dit la loi est inconstitutionnelle, mais elle doit être réformée dans les 6 mois. Et ça crée une situation qui n'est pas satisfaisante non plus. Parce que vous pensez bien que dans les 6 mois, nos amis les avocats n'ont pas manqué de plaider en disant mais écoutez, d'abord c'est inconstitutionnel, le Conseil constitutionnel l'a dit. C'est-à-dire le caractère transitoire d'une norme a quelque chose d'un peu bizarre. Donc on a deux effets dont aucun n'est satisfaisant. Alors voilà. Ce qui n'est pas le cas, naturellement, quand on est avant la promulgation de la loi. C'est un des gros problèmes que pose la QPC. Sinon, comme je vais devoir m'en aller, je ne vais pas pouvoir entendre, je voulais dire à Catherine Thibierge que d'abord je suis édifié par tout ce qu'elle nous a dit, par les livres, toute cette somme. Et vous voyez, ça me donne l'occasion de dire, il y a bien entendu des instances qui s'y emploient, combien le travail entre les universitaires qui œuvrent sur ces sujets et ceux qui ont pour charge de faire du droit, enfin de faire du droit au sens élaboré des normes, des lois, est précieux. Et il faut vraiment que l'on trouve toutes les passerelles pour davantage tirer pleinement parti de vos remarquables travaux. Bon, voilà. Je vous prie de m'excuser. Cette dimension temps qui était évoquée, que tu as évoquée, notamment en mettant les tendances de la société sur cette accélération et sur cette tendance finalement que remet à nouveau en avant Isabelle sur cette question du temps. Oui, alors Isabelle, vous travaillez sur les fondements normatifs de la RSE. Dans le livre, il y a une contribution à 4 mains d'une juriste et d'une spécialiste de gestion sur la densification normative de la RSE. Et alors, sur la question de la verticalité, comprise comme le temps, en fait, moi, c'est vrai que j'ai compris la verticalité du gnomon un peu comme l'invitation à une prise de hauteur ou à une prise de recul. En fait. Mais pourquoi pas la réintégration du temps, ça va aussi, parce que c'est vrai que plus ça va vite et moins on a le temps d'avoir cette prise de recul. Mais ce que j'ai découvert, alors, j'ai pas retrouvé cette photo du gnomon, la photo qu'on voit précédemment, là, c'est juste une petite tige, c'est vraiment sa version la plus simple. Mais j'avais découvert sur Internet une autre représentation. En fait, la norma, c'est une équerre aplatie.
C'est une équerre en forme de T, mais elle est plate, elle est complètement horizontalisée. Alors que le gnomon, il a différentes formes. Ça peut être juste une tige, mais ça peut être aussi une équerre dont une des deux planchettes est verticale et l'autre planchette est horizontale. Et donc, en fait, la planchette horizontale était graduée et la planchette verticale permettait de projeter une ombre. Mais l'ombre projetée venait d'une information donnée par le soleil. Voilà, donc là, il y avait une introduction d'une dimension plus verticale, d'une information supérieure qui venait et qui permettait une mesure à l'horizontale. Et l'instrument Norma, il s'est complètement aplati, il s'est complètement horizontalisé. Donc c'était juste un petit parallèle avec l'instrumentalisation des normes telles que nous la vivons. Mais oui, la réintégration du temps, voilà, et vous avez aussi évoqué dans ce que vous avez dit, il faut produire rapidement. Voilà. Alors voilà, ça c'est pour moi une attention importante, l'attention au vocabulaire. Le vocabulaire nous norme énormément. Et c'est vrai qu'on nous qualifie maintenant en tant que chercheurs de produisants. Ça, c'est le vocabulaire industriel, de la production industrielle. Moi, c'est un vocabulaire que je refuse d'utiliser. On ne produit pas. Non, c'est le travail du chercheur, c'est pas un travail de production. Il y a un travail de création, de réflexion, et le fait qu'on nous nomme comme ça participe de ce mouvement densificateur et de ce mouvement de marchandisation et de réification qui est à l'œuvre. Deux dernières interventions. Je commence ? Oui, Michel Baupin, Université de Caen. Tout d'abord, je voudrais remercier les deux conférenciers pour la qualité et la richesse de votre propos. C'était très, très intéressant. J'aurais une première question d'économiste à poser. Est-ce qu'on a une idée du nombre de points de croissance que nous coûte cette normalisation ? Je ne sais pas. Et j'aurais une deuxième question sur les propos que vous avez tenus et que je partage entièrement, même si je parle plutôt de normes mères que de normes de référence. Mais il y a pourtant un mot qui m'interpelle, qui est celui de densification. Le premier à avoir présenté la densification, c'est Archimède. On en a gardé à l'esprit, Eureka, j'ai trouvé. C'est-à-dire que la densification, c'est un rapport entre une masse et un volume. Or, quand vous parlez de densification, ça suppose implicitement une unité de mesure de la masse, une unité de mesure du volume. Ou si vous préférez, est-ce que vous avez une idée du volume minimum de normes qui sera acceptable pour que la société puisse vivre, ou à partir de quel niveau minimum de normes est-ce qu'on est en danger? C'est ce que peut-être vous pouvez me répondre à cette question. Catherine. En fait, moi, par où j'ai évalué le danger, c'est par l'attention aux effets, aux conséquences que ça produit. C'est pas par une évaluation physique ou économique. Mais ça rejoint la terminologie de l'allègement du stock que le sénateur évoquait tout à l'heure, et bon, il a dû partir ici, mais il serait intéressant de voir quels sont les arbitrages nécessaires pour hiérarchiser par quel type de normes absurdes en fait, va-t-on commencer pour alléger le stock. Donc cette question de l'équilibre entre un maillage trop serré ou un maillage finalement qui ne créerait plus de liens, puisque la norme peut être aussi créatrice de liens sociaux. Donc trouver cet équilibre, et puis peut-être la volonté un peu systématique, ne serait-ce que dans la création de ce conseil dont ce personne nous parlait, de chiffrer le coût. C'est-à-dire qu'il est dit que sur 4 ans, entre 2008 et 2011, les nouvelles normes ont coûté 4 milliards d'euros. Donc la création, donc on est sur les études d'impact économique, combien coûte financièrement telle ou telle norme pour décider finalement de la mettre ou pas en œuvre. Donc cette lecture technique, financière, économique qui montre aussi qu'au fond on s'éloigne peut-être des valeurs qui sont à l'origine de ces normes et qui peuvent d'elles-mêmes créer les choix entre la norme qui convient de transformer peut-être en norme technique et puis celle qui pas indispensable. Et ce que tu mettais en évidence sur cette posture et cette schizophrénie aussi qui était évoquée, finalement, de demander à être normé tout en rejetant, et d'une société qu'on peut qualifier parfois d'hyper-individualiste, qui peut montrer justement que l'individu se libère,
et qui paradoxalement est aussi une société qui crée ce maillage très, très dense, qui enferme. Et à mon sens, ça renvoie à la difficulté que peuvent avoir aujourd'hui les individus, les communautés, à trouver du sens à leur propre action. Et de fait, la perte de sens nécessite de se raccrocher, et les normes peuvent être des supports par défaut de sens perdu pour guider l'action. Propos qui m'appartient ici, mais je pense que ça renvoie à cela, à cette vision que tu développes sociologique de l'individu aujourd'hui, en lien avec les communautés dans lesquelles il est inséré, en lien avec la société, et cette question de la recherche de l'orientation, donc vouloir des normes, alors qu'au fond, lorsqu'elles sont là, elles peuvent apparaître comme tout à fait emprisonnantes, alors que parfois c'est l'individu lui-même qui les a demandées, et que sur le marché de la norme, il y a des experts qui vont s'emparer de ces demandes pour s'emparer du marché qu'il y a derrière. Et je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Johan tout à l'heure. Il y a une espèce de convergence dans les publications universitaires, parce que vous avez parlé d'un livre sur l'internormativité, c'est ça. Il y en a un autre qui sort de nos collègues belges du centre Perelman, donc emmené par Benoît Friedman, qui s'appelle « Gouverner par les normes ». C'est sur les classements, ranking, benchmarking, et ce sont des juristes, mais qui se sont complètement affranchis de la limitation de est-ce que c'est du droit, est-ce que c'est pas du droit, et qui travaillent sur l'émergence de la normativité au niveau global. Ça me semble significatif qu'il y ait une convergence des travaux de recherche d'ampleur, en fait, collectif sur ces questions-là, précisément actuellement. Dernière intervention, Emilia. Oui, Emilia Ndiaye, je suis littéraire, mais donc je voulais vous remercier déjà pour avoir théorisé, enfin vous et tous ceux qui ont contribué, cette impression, effectivement, comme vous l'avez dit, en tant que citoyenne ou en tant qu'usager, on a tout à fait cette impression de densification, en particulier pour l'évaluation, et là je ne parlerai pas de l'évaluation universitaire, mais scolaire, c'est assez impressionnant pour les tout-petits, comme vous l'avez dit. Mais ma question, c'était, on a beaucoup parlé, et Stéphane Audet vient de le redire, de la société, etc., mais où est le politique dans tout ça? Et est-ce que justement, ce n'est pas le travail du politique, c'est dommage que le sénateur n'ait pas pu rester, de donner un sens à cette direction qui n'en a plus apparemment, qui devient le délire. Alors, on a déjà eu des romans, enfin beaucoup d'études sur on pourrait parler de 2084, comme disait mon voisin, mais là c'était politique, c'était le totalitarisme, enfin ça visait des systèmes politiques très précis, et là, bon, c'est plus politique apparemment, la cause est plutôt technologique, je ne sais pas si c'est économique. Mais il y a une dimension totalisante. Où est le politique dans tout ça? Quel est le rôle? Est-ce que c'est peut-être pas lui justement qui permettrait que cette verticalité reprenne du sens? Enfin bon, c'est une question. Mais il y a une dimension potentiellement totalisante dans la densification normative. Non, voilà. Oui. Ça n'a pas, et puis ça n'a pas de visage, en fait. On va clore ici cette journée de recherche consacrée aux puissances de la norme. Je remercie à nouveau Catherine, puisque finalement tu nous as aidé à éclairer ce terme que nous avions choisi, que Dominique, avec Johan, avait choisi pour nommer le colloque. Et je pense là qu'il y a eu un éclairage a posteriori qui montre bien qu'on était en phase en choisissant ce terme, même si tout ce que tu as pu développer n'était pas forcément dans les esprits lorsque le terme et l'intitulé du colloque a été choisi. Et puis, parce qu'on mettait l'accent sur le temps et sur les processus, eh bien, je me dis, après 2 ouvrages, quelle pourrait être la thématique qui pourrait nous habiter, nous occuper sur 2014-2015 pour faire émerger le thème d'un 3e ouvrage. Voilà, en tout cas, le chemin est tracé. Merci, et merci à vous, merci aux organisateurs. Merci à nouveau à Laurence Salé pour l'organisation de ce colloque avec un grand soin et une grande compétence. Merci à Florent Bourget pour avoir assisté le colloque toute la journée pour enregistrer, puisque les séances plénières étaient enregistrées. Donc elles seront retranscrites aussi. Cela permettra de partager plus largement. Et merci à Caroline Lambert qui nous a également aidé sur cette journée à organiser le colloque. Voilà, puis bonne rentrée dans vos domiciles respectifs et bon week-end. Merci.